il me racontait une histoire quand il avait contacté Adidas pour avoir Adidas dans le magasin, puis Adidas voulait pas nous vendre. Puis Girardeau a dit, Nike nous rentre au printemps, mais c'était pas vrai. OK, Finalement, on dit qu'on vous vend. Après ça, il a appelé Nike, il a dit, Adidas nous vend. Entrepreneur. Rencontre avec des boss babes qui ont su surmonter des obstacles dans leur parcours professionnel. Je leur offre une beauté durant laquelle elles vont parler d'histoires profondes, inspirantes et parfois même cocasses. Mon nom est Nadia Blouin, je suis maquilleuse professionnelle depuis plus de 16 ans et maintenant entrepreneur dans le monde du commerce en ligne. Ce podcast a été créé pour aider les entrepreneurs dans leur cheminement et vivre de leur passion. L'invitée d'aujourd'hui est Sabrina Rubino, surtout reconnue pour les boutiques Rubino Chaussures qui en comptent maintenant plus d'une trentaine au travers du Québec, puis aussi pour sa marque personnelle de sac à main Kit & Kin. Sabrina nous raconte son parcours entrepreneurial, ses expériences et difficultés que leur entreprise a fait face au travers des années. Bonne écoute! Salut Sabrina! Merci d'être ici à Entrepreneur. Merci de ton temps, de venir ici, de nous raconter ton histoire. Ça me fait vraiment plaisir. Tu es une de mes clientes depuis plusieurs années, mais tu es aussi un entrepreneur incroyable. Donc, c'est pour ça que je voulais t'avoir pour l'épisode numéro 1 de Entrepreneur. Et merci beaucoup, ça fait vraiment plaisir d'être ici aujourd'hui avec toi. Je suis contente. Aujourd'hui, en plus, c'est une journée super spéciale. C'est ton anniversaire. Oui. Alors, je sais que tu as une petite soirée ce soir. C'est une occasion parfaite pour faire ton maquillage. J'aimerais que tu me décrives, c'est quoi ton style maquillage quand tu as une soirée? Comme tu sais, je te laisse souvent carte blanche parce que tu me guides toujours vers des looks différents que j'aime beaucoup. Mais je pense que pour ce soir, un look plus naturel, mais plus glamour au niveau des yeux. Donc, vu que c'est une occasion spéciale, on va faire ressortir mes yeux. Un petit peu de brillant, des cils, un peu exactement. Smoky. Oui. All right, on y va avec ça. Alors, je vais commencer. Tu peux fermer les yeux. Alors, ton nom de famille, Rubino, ça se retrouve sur plusieurs boutiques au Québec, Rubino Chaussures. J'aimerais ça que tu me parles un petit peu de l'évolution de l'entreprise familiale. Donc, en fait, l'entreprise a été fondée par mes parents il y a 32 ans maintenant. Dans le fond, pour faire une histoire courte, mon père est né en Italie, d'une famille de 8 enfants qui était quand même assez pauvres. Donc, dès leur jeune âge, ils ont dû commencer à travailler pour apporter des sous à la maison. Et c'est à l'âge de 18 ans que mon père a immigré ici avec son frère aîné, Giuseppe. Mm-hmm. Pourquoi ils ont immigré à Montréal? C'est parce qu'il avait déjà une sœur qui était mariée ici. Et dans le fond, son beau-frère, dans le fond, le mari de sa sœur, Rosetta, avait à l'époque une discothèque. Donc, mon père a commencé à travailler pour la discothèque. Et en fait, rapidement, il a rencontré ma mère. Comment? C'est parce que ma mère travaillait avec ma grand-mère qui était esthéticienne, qui avait un salon de coiffure. Et ils avaient organisé un événement qui était comme un défilé de mode, un peu coiffure. Donc, mon père s'est mis à faire le tour des cinémas des salons de coiffure à Montréal. Et c'est comme ça qu'il a rencontré ma mère. Donc, il l'a invité à cet événement-là. C'est tellement cute. Ouais, vraiment cute. Puis c'est drôle parce qu'au début, mon père lui parlait en français. Il se forçait à se faire comprendre. Puis ma mère lui répondait en français, bien évidemment. Puis par la suite, mon père s'est rendu compte que c'était une Italienne. Donc, il lui a dit « Mais pourquoi tu me répondais en français tout ce temps-là? » Donc, c'était très drôle. Donc, mon père a travaillé pour cette discothèque-là, Astre 5, pendant plusieurs années. Par la suite, son beau-frère a ouvert un cinéma qui s'appelait Paradis à l'époque. Donc, voyant que cela allait prendre de l'ampleur, mon père a voulu devenir partenaire d'affaires avec son beau-frère parce que ma mère est rapidement tombée enceinte de mes frères jumeaux. Oh! Et malheureusement, mon oncle ne voulait pas de partenaire d'affaires. Donc, mon père a décidé de juste quitter l'entreprise. Et il avait aucune idée, en fait, ce qu'il voulait faire dans la vie, mais il savait que c'était un grand travaillant. Donc,
il s'est dit, je vais acheter une bâtisse avec mon frère, donc son frère Giuseppe, qui, lui, voulait avoir son café. Donc, c'est un café un peu italien où les hommes se rencontraient pour jouer aux cartes, échanger un espresso. Donc, c'est ça qu'ils ont fait. Ils ont acheté une bâtisse sur la rue Charleroi à Montréal, où est-ce qu'il y avait des appartements en haut et des espaces commerciaux au bas. Et donc, mon père avec ma mère habitait en haut, avec mon oncle aussi. Ben, en fait, mon oncle avait son propre appartement. Puis, et mon père se questionnait à savoir ce qu'il allait faire de sa vie. Puis ça l'a donné que sur cette même rue, il y avait un magasin de chaussures qui semblait vraiment être achalandé, qui semblait rouler. Donc, mon père a dit à son frère... j'ai une idée, on va commencer à importer des chaussures d'Italie et on va les vendre ici au prix de gros. Donc, pour lui, c'était de dire on va vendre des chaussures à très bon prix d'Italie en cuir. Donc, à l'époque, les gens recherchaient ce genre de produit-là. Donc, c'est ce qu'ils ont commencé à faire, mais comme je vous dis, mon père avait zéro idée. Il n'y avait pas de background en mode, là. Il y avait zéro background en mode. Il connaissait rien au domaine de la chaussure. Il connaissait rien au domaine de la mode. Donc, c'était vraiment par pur hasard. Donc, ils ont ouvert leur premier magasin sur la rue Charleroi à Montréal. Malheureusement, les affaires n'allaient pas très bien à l'époque. Et en affaires, mon père et son frère ne s'entendaient pas super bien. Ils n'avaient pas la même vision. Donc, après quelques années, mon père a acheté une maison à Terrebonne avec ma mère. Et ils ont décidé de séparer la marchandise, l'inventaire acheté entre lui et son frère. Donc, mon père a quitté l'entreprise. Il a dit à mon oncle, tu peux garder le reste de l'inventaire. Moi, je quitte avec ce qui m'appartient. Et cette journée-là, c'était quand même assez hors norme, là, dans le fond, parce que mes parents étaient nouveaux dans ce quartier-là à Terrebonne. Donc là, les voisins sont allés faire leur connaissance, s'aîner, et ils ont demandé à mon père, comme, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Il a dit, moi, je vends des chaussures. Donc, ils ont dit, on serait curieux de voir ce que vous avez à offrir. Puis ça a donné que mon père avait l'inventaire... une partie de l'inventaire dans son camion. Donc, il l'a sorti. Il a fait une genre de vente de garage devant la maison. Puis, en fait, il a fait plus de ventes en une journée à la maison à Terrebonne que toute une semaine au magasin. Donc, il s'est dit, wow, il y a vraiment un potentiel ici. Il y a une demande. Donc, c'est quelques années plus tard qu'il a ouvert le vrai premier magasin officiel Rubino à Terrebonne, au 2e étage. Pourquoi c'était au 2e étage? C'est parce que les dépenses étaient moins importantes. Donc, mon père pouvait vraiment offrir un bon prix de vente à ses clients, des bons produits de qualité. Mon père me raconte souvent que c'est lui qui a construit la première caisse dans le magasin faite en bois, tout ça. Les sacs à main étaient suspendus au plafond. C'était vraiment placé un peu... je dirais style entrepôt, style un peu marche aux puces, mais ça fonctionnait. Puis... Ça fonctionnait parce qu'il était sorti de la ville puis il était plus en région. Il était plus en région. Okay. Puis comme je disais aussi, vu que ses dépenses étaient beaucoup moins élevées, donc il n'était pas dans les grands centres à la mode et tout ça, donc il pouvait se permettre de vendre des produits vraiment à bon prix. Donc ça l'a fait vraiment bouche à oreille rapidement. Il a commencé aussi à faire de la publicité. Il y avait des annonces aussi à la télévision qui passaient éventuellement. Et mon père vraiment avait cette vision-là de se dire, bon, si ça fonctionne ici, je dois aller dans d'autres villes à proximité pour aller vraiment... empêcher un compétiteur de venir m'enlever ma clientèle et tout ça. Donc, c'est pour ça que rapidement, il a commencé à ouvrir à La Salle, à Repentigny, etc. C'est tellement intéressant. Puis, le succès de l'entreprise est arrivé rapidement. Le succès est arrivé rapidement, c'est sûr. Il faut comprendre que mon père, il a su rapidement s'entourer des bonnes personnes.
D'ailleurs, on a au moins une vingtaine d'employés qui travaillent pour nous depuis le début de l'entreprise. Wow, ça c'est vraiment rare. Hein? C'est vraiment rare parce que dans le fond, c'est ça, mon père, pour lui, il a toujours traité ses employés comme la famille. Pour lui, c'était vraiment important. D'ailleurs, notre superviseur, qui est comme le bras droit à mon père, pour moi, c'est un oncle. Je veux dire, il a toujours été dans ma vie et à ce jour, il travaille encore pour l'entreprise. Donc, c'est vraiment un bel exemple à suivre parce que on voit comment aussi la loyauté des employés, c'est tellement important. Sans les employés... Il n'y a pas d'entreprise. Exactement, exactement. Je trouve que c'est un gros problème en ce moment que moi, je vois beaucoup personnellement. On ne peut pas prendre les employés pour moins qu'ils sont. Exactement. Les employés, ça vaut de l'or, puis il faut vraiment les traiter au niveau qu'on veut qu'ils nous traitent. Aussi. Ah oui, tout à fait. Et comme je disais, tu sais, mon père, bien au-delà du travail, il a toujours aidé en fait les employés, même s'il y avait des situations personnelles difficiles ou des problèmes financiers. Mon père prenait ça à cœur, donc il a aidé plusieurs personnes au fil des années. Donc je pense aussi c'est une personne extrêmement généreuse, c'est une personne qui savait traiter ses employés. Qui savaient les guider, qui savaient reconnaître leur potentiel. Donc, je pense que c'est pour ça aussi qu'ils ont décidé de vouloir grandir avec mon père et avec l'entreprise. Puis là, tu me dis qu'il y a des employés qui sont avec vous depuis 35 ans. Oui, qui nous ont vu grandir, mes frères et moi. Puis toute la famille aussi, vous travaillez dans l'entreprise. Toute la famille, on travaille dans l'entreprise. Tes frères, toi, ton cousin. C'est ça, dans le fond, j'ai 2 frères aînés qui sont jumeaux, donc ils ont 50 plus que moi, qui sont aussi dans l'entreprise, bien évidemment. J'ai un cousin, j'ai une tante, j'ai un oncle. Donc, mais au-delà de ça, comme on disait, vraiment, les employés, pour nous, sont considérés comme la famille. On les connaît par leur nom, on s'intéresse à eux. Donc, pour nous, c'est une valeur fondamentale. Puis je pense que c'est ce qui fait que Rubino, c'est devenu l'entreprise qu'elle est aujourd'hui. Parce que, oui, ça peut sembler impressionnant, le fait d'avoir 32 points de vente maintenant. On peut sembler comme une grande chaîne de magasins, mais à l'administration et même... Nous sommes une petite équipe. Là. Au bureau chef, on est environ une quinzaine d'employés. Dans les magasins, environ 250. Donc, c'est quand même impressionnant d'avoir autant d'employés, que vous connaissez tous leurs noms, puis que c'est toute une famille. C'est beau à voir. Mais moi, ce qui m'intrigue, bon, là, les employés, c'est comme toute la famille, mais c'est comment travailler avec sa famille de sang. Donc, c'est sûr que je dis souvent qu'il y a des points positifs, mais également des points négatifs. Mm-hmm. Donc, si je vais commencer avec le négatif. Mais ça, c'est normal, hein? Il n'y a pas une entreprise de parfaite, comme il n'y a pas une famille de parfaite. Exactement. Je trouve ça bien que tu nous en parles un peu aujourd'hui. Donc, c'est sûr que comme point négatif, il faut comprendre que pour nous, c'est difficile de segmenter vie familiale, personnelle et vie professionnelle. Donc, souvent, exemple, tu as une situation plus difficile dans ta vie personnelle, c'est sûr que ça va faire son chemin dans l'entreprise. Donc, tu sais, c'est vraiment important, je crois, de savoir faire cette séparation-là. Mais souvent, c'est très difficile parce que c'est au-delà de l'être humain, right? Donc, mais oui. Toi, comment tu fais pour faire une séparation, de rentrer au bureau puis pouvoir parler à ta famille, mais juste leur parler de travail, même s'il y a des points que t'es pas entièrement d'accord, etc. C'est quoi ton truc? Mais en fait, c'est quand je suis au travail, j'essaie de parler, par exemple, à mes frères vraiment juste des sujets qui concernent l'entreprise. Puis si il y a des sujets plus personnels que j'aimerais discuter avec eux, on se planifie un dîner ou un souper, quelque chose qui est vraiment à l'externe de l'entreprise, à l'extérieur, pour pas comme mêler les choses. Et l'inverse aussi, dans le fond, quand on passe du temps en famille, durant le week-end ou quoi que ce soit, on essaie de vraiment comme pas parler de l'entreprise. Mm-hmm.
Mais c'est sûr, c'est difficile à faire parce que nous sommes des personnes passionnées. On en parle toujours, ça coule dans nos veines. Donc, c'est pas facile à faire, mais je pense que c'est important de le faire. Absolument, absolument. Sinon, comme point négatif, ce que je pourrais dire, c'est que lorsqu'on travaille avec un employé, je veux dire, il y a une certaine distance. Mm-hmm. On parle pas à un employé de la même façon que je pourrais parler, par exemple, à un membre de ma famille. Il y a moins... Lorsque je parle à, exemple, mon frère, il y a moins de filtres, on va moins peser nos mots. Ouais. Donc, souvent, ça, c'est pas facile non plus parce que des fois, ça peut laisser place à des conversations ou des discussions un peu enflammées. Donc, c'est important, je pense, de prendre le contrôle. Nous avons fait affaire avec un coach de vie qui nous a aidés à avoir des bonnes discussions au sein de l'entreprise, pouvoir mieux se comprendre, mieux s'entendre dans l'entreprise. Donc, tu sais, je pense qu'à tout problème, il y a une solution. Mais à la base, ce qui fait notre force, c'est que nous avons la même vision. Et, par exemple, je parle souvent de mes frères et moi parce que, comme vous le comprenez, on est la relève de l'entreprise. On est dans l'entreprise, nous sommes impliqués depuis notre très jeune âge. Donc, pour nous, nous avons des rôles vraiment différents, mais on se complète. Ouais. On se complète, puis ça, c'est ce qui fait notre force. Donc, c'est ce qui fait que oui, parfois on va se chicaner, on va pas s'entendre, mais au final, comme the big picture is there, tu sais, notre but est commun, puis on sait on s'en va où, puis on sait ce qu'on veut, puis on tient à cette entreprise-là comme mon père y tient, comme ma mère y tient. Donc, voilà. C'est vraiment intéressant. J'adore ce que votre entreprise elle dégage. C'est vraiment que du positif. Pour être honnête, chapeau. Mais merci. Moi, je suis curieuse. Est-ce que tu t'es toujours imaginée dans l'entreprise familiale? Est-ce que tu as toujours su c'est ça que tu voulais faire? Comme je disais, dans le fond, j'ai grandi dans l'entreprise familiale. Je me rappelle, à 5 ans, je faisais la caisse, je suivais mes parents. Donc, ça a toujours fait partie de ma vie. Mais je dois avouer qu'au secondaire, il fallait faire nos choix de cours pour le cégep. Puis, je me suis re-questionnée. Je me demandais ce que j'aimais vraiment, ce que je voulais vraiment. Je pense que c'est aussi une période de notre vie, là, à 15-16 ans, on commence à vouloir se connaître davantage, on commence à se poser des questions. On est plus indépendant, la famille, on dirait que c'est un petit peu moins intéressant aussi. Exactement. Puis aussi, je pense que je réalisais pas la chance que j'avais d'avoir une entreprise familiale. Donc, je me rappelle même d'avoir eu une discussion avec mon père parce que je suis un peu le mouton noir de la famille. Je dirais, je suis la personne... je suis en fait plus créative que les membres de ma famille. J'ai toujours plus préféré les arts, les choses comme ça. Donc, je me rappelle d'avoir parlé avec mon père. Puis je disais, mais tu sais, peut-être que j'aimerais faire autre chose dans ma vie. Puis c'est sûr, il l'avait mal pris. Mais je pense qu'au final, il voulait mon bonheur. Puis c'est sûr. Mon père nous a toujours dit aussi qu'il a fondé cette entreprise-là pour nous, en fait. C'était pour nous léguer quelque chose. Donc, quand par la suite, j'ai étudié en administration des affaires au cégep. Parce que je me disais, ça va m'ouvrir des portes. Mes frères avaient étudié ça, donc je me disais, pourquoi pas, je vais suivre... Ah oui, tes frères, ils avaient étudié dans le même domaine. Est-ce que tu regardais tes frères comme de haut un peu? Exactement. Puis je pense aussi à cette époque-là, quand je devais faire mes choix de cours, mes choix de programme, j'avais pas vraiment d'idée de ce que je voulais faire exactement. Donc, j'ai juste suivi leurs traces. Mais c'est par la suite, à l'université, mes frères sont allés en droit. Donc, pas vraiment rapport avec ce que moi j'ai fait. Moi, j'ai décidé d'aller en commerce de la mode. Profil, c'est ça, dans le fond, commercialisation de la mode. Donc, pas nécessairement de design. On avait un peu de cours de design, mais c'était vraiment tout ce qui a rapport avec l'entrepreneuriat. Donc, je me disais, je combine ce que j'aime le plus, l'entrepreneuriat qui a fait toujours partie de ma vie, et la mode, parce que j'ai toujours aimé la mode. Et ça fait aussi partie un peu des arts, créativité. Absolument. Donc, c'est ce que j'ai fait. Puis, de fil en aiguille...
je suis comme rentrée à temps plein dans l'entreprise à la fin de mon bac. Puis après ça, je me suis plus jamais reposé de questions dans le sens que je savais vraiment mieux ce que je voulais. Puis... Mais aussi, je pense que ce que je voulais apporter à l'entreprise. Ouais. Donc... T'avais une vision. J'avais plus une vision, puis mon frère m'avait dit, tu sais, on le sait que t'es la plus créative, donc tu vas t'occuper de ce que tu veux dans l'entreprise, si tu veux. T'aimes tout ce qui est le marketing, la publicité, donc ça m'avait vraiment allumée. Puis moi, je sais que c'est toi qui as amené le online business de Rubino au next level, comme qu'on peut dire. Toi, est-ce que c'était une mission que tu t'étais donnée ou tu voyais que l'univers du magasinage se dirigeait vraiment en ligne, donc tu t'es dit, bon, faut faire vraiment quelque chose? C'est sûr que je vais pas prendre le mérite à 100%. Mes frères ont 5 ans de plus vieux, donc on s'enlignait vers ça, bien évidemment. Donc, c'est vraiment en 2009 là, qu'on a fait ce virage-là. Ça tombait aussi avec le fait que on avait décidé de couper nos importations italiennes. OK. Nos marques privées aussi, parce qu'à l'époque, on avait même développé des marques privées de chaussures. Ah ouais? Oui. Donc, on a décidé vraiment d'aller chercher des marques plus connues parce qu'on se rendait compte que c'est ce que les clients recherchaient. Mais pour aller chercher ces marques-là, il fallait rénover nos magasins, revamper le tout. Notre image de marque aussi, le branding, changer le logo. Donc ça a été un grand travail. Puis ensuite, bien sûr, venaient le site transactionnel. On voyait que ça commençait à prendre place dans l'industrie, puis on voulait pas manquer le bateau, comme on dit. Ouais. Puis ça, c'est une chose que mon père, je pense que c'est une grande qualité, c'est que même si lui avait fondé l'entreprise, il a toujours été ouvert à nos idées puis prêt au changement. C'est pas tous les entrepreneurs seniors qui le sont. Fait que ça, c'était vraiment important. Donc c'est ça. Donc, on a commencé, on savait zéro ce qu'on faisait. Puis je me rappelle, je m'occupais des photoshoots, dans le fond, pour prendre les photos des produits et les mettre sur le site web. Je pense que prendre des photos pour une saison, ça pouvait nous prendre presque 2 semaines à faire. C'était incroyable le travail qu'on devait y mettre. C'était essai-erreur aussi. C'était essai-erreur. C'était vraiment un peu à la bric-à-brac. mais oui, aujourd'hui, je pense que notre business en ligne a connu une augmentation de près de 50% en 1 an. Wow! Donc, félicitations! Merci. Donc, c'est vraiment impressionnant. Nous avons maintenant aussi un warehouse qui est vraiment dédié à tout l'inventaire du online pour éviter que les clients attendent pour leurs marchandises. Ouais, à place de shipper à partir de magasins. Ça vient tout. Mais en fait, nous, les magasins n'ont jamais shippé, mais c'était les magasins qui nous envoyaient la marchandise, puis ensuite, on l'envoyait aux clients. Puis même ça, je veux dire, au départ, on emballait avec du papier brun. Ça prenait du temps à faire les paquets. C'était l'enfer. Donc, tu sais, on s'est comme réajusté au fil du temps. Mais comme je vous dis... We live and learn. We live and learn, mais aussi pour nous, c'est dans notre tête, nous avons toujours été une petite entreprise. Donc c'est ça. J'adore. Tu me parlais que Rubino avait une marque maison dans le passé. J'aimerais ça que tu me parles de ta marque qui est rendue chez Rubino, Kitten Kin. Oui, en fait, il y a quelques années, j'ai commencé à faire les achats de sacs à main parce que mon frère, donc un des acheteurs, voulait plus s'occuper de ce département-là. Donc, j'ai commencé à faire les achats et j'ai commencé à réaliser que leur offre manquait de quelque chose. Il y a des styles qui me plaisaient pas ou je trouvais qu'il manquait vraiment de punch. Et moi, j'ai toujours eu cette envie-là de créer ma propre marque. Je savais pas si c'était de chaussures ou de sac à main, mais je savais que je voulais créer quelque chose. Et en fait, je pense que c'était aussi pour un peu prouver à des gens qui, souvent, en grandissant, me disaient toi, tu l'as eu facile, tes parents avaient une entreprise, t'as eu tout cuit dans le bec. Tu dois tellement l'avoir entendu. Souvent. Sans savoir qu'en fait, mon père a toujours été plus difficile envers ses enfants qu'envers les employés.
Puis il nous disait même, tu dois tout apprendre à faire dans l'entreprise. Si tu dois nettoyer le plancher, passer la mop, tu vas le faire. Si tu dois apprendre la comptabilité, les systèmes de paie, tu le fais. Dans le sens que, pour lui, c'était vraiment... Il était très difficile envers nous, très exigeant. Mais pour moi, je pense qu'il y a un côté de moi qui voulait prouver que j'étais capable d'apporter mon plus à mon entreprise familiale. Et donc, en voyant cette offre-là manquante dans les magasins, je me suis dit, je pense que je veux avoir ma propre ligne de sac à main. Maintenant, c'était à savoir par où commencer. J'avais aucune idée. Et mon frère, qui est maintenant un de mes frères, dans le fond, Gérardo, qui est maintenant le président de l'entreprise, c'est une personne avec qui je me confie beaucoup, j'échange beaucoup. Et donc, il m'a dit, oui, si tu veux faire ta marque, fais-le, mais tu dois le faire seul parce que personne n'a le temps de t'aider ou t'épauler. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai, comme pur hasard, j'ai suivi un programme qui s'appelle... c'est un programme intrapreneurial. Dans le fond, c'est de créer une entreprise dans une entreprise déjà existante. Et eux, un des critères, c'était fallait avoir une compagnie mère qui était familiale. Puis ça, dans le fond, c'est chapeauté par Deloitte et Business Family Foundations. Et il fallait avoir un mentor. Donc, dans ce cas-ci, c'était mon frère Gérardo. Il n'y a pas eu le choix, finalement. Il n'y a pas eu le choix. Et donc, j'ai suivi ce programme-là de 3 mois. Puis eux, dans le fond, ce qu'ils nous aident à faire, c'est créer un plan d'affaires pour cette nouvelle entreprise-là. Et c'est vraiment en suivant ce programme-là, en rencontrant d'autres personnes de la cohorte, des profs, des professionnels, que j'ai pu vraiment plus enligner mon idée. Et oui, donc suite à ça, j'avais gardé contact avec un prof qui m'avait enseigné le marketing à l'université. Donc, je suis allée prendre un café pour lui discuter de mon projet. Je voulais savoir un peu son opinion. Puis, en fait, ce qui me manquait, j'avais le côté commerce, donc comment marchandiser, un peu l'idée du branding. Mais c'était plus le design des sacs. Je savais pas par où commencer. C'était vraiment pas mon champ de connaissances. Malgré que t'es passionnée, on sait pas par où commencer, où aller chercher. Exactement. J'avais pas les programmes. J'adore créer, mais je savais pas exactement comment dessiner, comment... Donc, en parlant avec mon prof, il m'a dit est-ce que tu connais 1000 jours? Puis je dis non. Marianne 1000 jours. Et dans le fond, c'était une jeune femme qui avait étudié aussi à l'école supérieure de mode de Montréal à la même année que moi. Mais elle était dans le programme design. Et cette femme-là, dans le fond, a créé sa propre ligne de sacs en cuir. Donc, il m'a dit je pourrais vous mettre en contact. Puis tu verras à partir de là. Puis au final, quand on s'est rencontrés, on a juste cliqué immédiatement. Puis c'est elle qui m'a aidée à dessiner ma première collection, à m'a guidée, à m'enligner. Donc c'est vraiment à partir de là. Et suite à ça, j'ai trouvé un partenaire qui pouvait m'aider avec la production. On travaillait déjà à la base avec eux, avec Rubino. Tu les connaissais déjà? Donc, on les connaissait déjà, puis eux étaient déjà ouverts au fait d'avoir une marque privée. Donc, je suis allée leur présenter l'idée que j'avais. Puis, eux, en fait, n'étaient pas habitués de travailler avec des designers externes parce qu'ils ont des designers à l'interne. Donc, ça, c'était nouveau pour eux, là. Que j'apporte moi-même ma propre designer, puis mes propres idées, puis j'étais très... je savais vraiment ce que je voulais, puis vers quoi je voulais m'enligner. Donc ouais, j'ai... Puis... Une petite parenthèse, c'est fabriqué ici? Non, donc c'est dessiné ici. C'est dessiné ici, Oui, c'est fabriqué en Asie. Mais éventuellement, oui, j'aimerais beaucoup que ça soit produit ici. C'est beaucoup plus difficile. Moi, je suis pas surprise que tu me dises que c'est pas ici. Moi aussi, j'ai une entreprise, puis c'est très, très difficile. Puis des fois, ils ont juste pas les connaissances qu'il faut aussi pour faire les produits désirés. Donc, exactement, les connaissances. Je pense aussi la production à grande échelle. C'est beaucoup plus long. Ouais, quand je dis les connaissances, je dis pas qu'ils sont niaiseux. C'est dans le sens une technique ou ça. Je sais que tout s'apprend, mais bon, quand c'est déjà établi à quelque part,
c'est plus facile. Hein? Non, puis c'est sûr qu'en Asie, je veux dire, ils sont vraiment habitués, sont vraiment à un autre niveau. Ouais, vraiment. Et je veux dire, moi, je savais que mon intermédiaire avec qui je travaille, ils font affaire vraiment avec des usines qui traitent bien leurs employés. Ils ont vraiment des normes très précises à suivre. Donc, puis pour moi, ça, c'était vraiment important. Là. Je voulais vraiment... Puis je leur demande des vidéos à chaque saison pour m'assurer aussi de la propreté des lieux, que tout est conforme. Donc, pour moi, c'était vraiment important aussi. Ben, je suis vraiment d'accord. Puis, je suis super fière de toi sur le launch de tes sacs à main. Là, il y a une nouvelle collection qui va venir. Ça, dans le fond, j'ai sorti ma première collection à l'automne et hiver 2019. Puis là, j'ai ma collection de printemps 2020 qui sort au mois de mars, dans les prochains jours. Là, l'épidémie coronavirus retarde un peu les choses, mais... Et oui. Oui, donc ça, c'est vraiment hors de notre contrôle, mais je suis vraiment excitée parce que c'est une collection, je pense, qui est encore plus belle, encore mieux. Donc, je pense qu'à chaque collection, je vais m'améliorer, puis... Tu trouves ta voix, c'est sûr. Mais exact. Toi, qu'est-ce qui t'inspire pour faire tes designs? Sur quoi tu te bases? Honnêtement, c'est vraiment quand je voyage... je veux dire, je suis allée à LA dernièrement. J'étais aussi allée à LA en juin dernier, au Mexique. C'est vraiment mes voyages qui m'inspirent beaucoup. Sinon, mon style personnel, donc mes sacs, c'est un style plus minimaliste, mais qui reste aussi très classe. Donc, c'est des sacs qu'on peut porter vraiment à toute heure de la journée, en tout temps, tant au travail... que pour un 5 à 7. Ouais. C'est aussi des sacs qui sont... je viens d'avoir la certification PETA, donc sont véganes. Donc, pour moi, ça, je suis vraiment fière. Oh. Mais ça va aller plus loin que ça. Dans le fond, pour moi, c'est vraiment... je suis en train de toujours à la recherche de matières innovantes qui sont aucunement néfastes pour l'environnement ou pour nos animaux. Donc, ça, c'est vraiment important. Donc, dis-moi, qu'est-ce que ça signifie Kit and Kin? Moi, la première fois que je l'ai entendu, je me suis posé des questions et puis j'ai jamais deviné. Dans le fond, c'est en anglais ancien, puis ça signifie ami et famille. OK. Puis dans le fond, c'est quand je cherchais un nom pour ma ligne de sac à main. Je faisais des recherches, puis quand je suis tombée sur ça, ça m'a vraiment allumée parce que au final, je le fais vraiment pour ma famille puis mes amis, donc c'est vraiment pour ça que je l'ai appelé J'adore! ainsi. C'est vraiment cute. Merci. Ah, et il faut mentionner aussi que chaque style de la collection porte un nom d'une valeur qui m'est chère. Ah ouais? Oui. Chaque morceau. Chaque morceau. Fait que c'est pas un code barre, là. Il y a vraiment son propre morceau. Il y a vraiment son propre nom. Il y a comme, par exemple, Love, Dignity... communication, passion. J'adore. Puis tantôt, tu me disais que tes frères t'ont dit de faire l'entreprise Kit and Kin seul car il n'y avait pas le temps. Alors là, c'est quoi le statut de Kit and Kin? Tu es la CEO. C'est sûr qu'il y a des gens qui t'aident avec tout ça. C'est quoi le fonctionnement? Oui. Dans le fond, c'est sûr que quand je dis que ma famille avait pas le temps, c'est juste pour développer la marque, pour tout ce qui était opérationnel. C'est vraiment moi qui s'occupe de tout. Je prends toutes les décisions, je développe tout par moi-même. Mais c'est sûr que financièrement, j'ai la chance vraiment d'avoir ma famille qui m'appuie. Donc voilà. Mais sinon, pour l'instant, je suis seule. Je dirais que... je vais souvent utiliser les ressources de Rubino pour m'aider. Donc, par exemple, quand on fait du shipping en ligne, donc j'utilise le warehouse. Le warehouse, donc les personnes déjà qui travaillent dans le warehouse. Quand, par exemple, je fais des photoshoots, donc j'utilise l'agence avec qui je travaille pour Rubino. Donc, tu sais, c'est sûr que c'est vraiment ça de l'intrapreneuriat. C'est vraiment créer une entreprise dans une entreprise mère, mais utiliser ses ressources. Donc, c'est ça qui fait la force qu'un projet comme le mien peut vivre parce que je pars pas de rien comme un freelancer, par exemple. J'ai vraiment déjà une base et des personnes qui peuvent m'aider.
Donc, c'est ce qui fait que j'ai connu un certain... en fait, que j'ai pu créer cette marque-là. OK. J'adore. Puis, moi, un autre truc qui m'intrigue, c'est quand tu as décidé de partir Ketenkin, de développer le projet. C'est une question personnelle, mais je crois que c'est très pertinent. Tu as fait combien de prototypes? Pour un modèle pour commencer ou tu as fait une collection? J'ai fait une collection. OK. Combien peut coûter une collection à créer, faire les prototypes? Les prototypes, en fait, moi, c'était inclus. Donc, c'était vraiment mon intermédiaire. Donc, j'avais pas à payer pour les prototypes. Mais c'est sûr que les coûts de démarrage, si on veut, sont très élevés. Ouais. Parce que je dois payer la fille qui m'aide à faire les designs, qui m'aide à faire les CADs, comme on dit, donc tous les dessins des prototypes. Ensuite, l'intermédiaire se prend une cote. Ensuite, je reçois les prototypes, je dois faire des photoshoots, je dois payer des modèles. Donc, tu sais, c'est sûr que c'est des coûts c'est quand même des investissements importants. Tout le développement du branding, tout ce qui se rattache au branding, donc les étiquettes sur les sacs. Donc, c'est vraiment là que j'ai eu la chance d'être bien entourée par ma famille, d'avoir l'appui de ma famille, d'avoir des bonnes personnes autour de moi. Je pense aussi, éventuellement, ça peut être des échanges de services. Je pense que, tu sais, une personne peut aussi travailler dans ce sens-là, mais je peux comprendre une entreprise freelancer qui se part demain matin, c'est beaucoup plus difficile. Comme j'ai vraiment eu une chance, puis j'en suis reconnaissante. C'est ça. Mais surtout, toi aussi, il y a une mode en ce moment que le monde achète des produits en Chine, en Asie, peu importe, puis ils font juste mettre leur nom. C'est sûr que ça, c'est beaucoup moins dispendieux quand tu pars à une entreprise, tu fais ça, mais toi, c'est totalement différent, c'est tes designs from scratch. Alors, on s'entend que quand tu fais une première commande, c'est des centaines et des centaines d'unités de chaque. C'est sûr que j'ai un minimum à atteindre, puis ça peut souvent... J'avais aussi la chance d'avoir 32 points de vente où les distribuer. Donc, ça, c'est un gros avantage parce que j'avais quand même 300 unités par couleur à produire. 300. OK, peu importe la couleur. OK. Donc, ça, c'est quand même un bon investissement. Mm-hmm. Donc, oui, c'est sûr, c'est un risque à prendre, mais comme on dit, l'entrepreneuriat, j'aime dire que c'est comme un saut en parachute, tu sais. Ouais. C'est pendant le saut, t'espères que le parachute va se déployer, puis t'apprends dans la chute. Donc, c'est vraiment ça. Puis, j'ai fait des erreurs, bien évidemment, mais j'apprends de ça. Je fais mes propres expériences. Donc, voilà. Puis, en fait, la première collection, ça a bien été. On a connu un bon pourcentage de ventes. Est-ce que c'était au-delà de mes attentes? Non. OK. Mais, je veux dire, je pense que c'est de faire connaître la marque, puis c'est de toujours travailler plus fort, vraiment, pour s'améliorer. Donc, tu sais, est-ce que c'est parfait? Non, il n'y a rien qui est parfait. Mais c'est juste de toujours continuer, puis de travailler fort, puis de... Mais c'est sûr de pas lâcher. Démarrer une marque, c'est pas facile. Puis je trouve ça humble de toi de dire que peut-être que c'était pas au-delà de tes attentes la première année, malgré le grand succès de l'entreprise. Ça, c'est une note que tout le monde doit retenir, de jamais s'asseoir sur le succès. Non, pas du tout. Jamais. Tu sais jamais demain, ça va être quoi la mode? Ou demain, on est tellement dans un fast fashion era, tu sais jamais ça va être quoi. Fait que je trouve ça vraiment humble de toi de dire ça, mais moi... J'adore tes produits, j'adore la collection, puis je sais que ça va aller vraiment loin. Puis je sais, bon, il y a des petits projets en cours, donc ça va aller au-dessus des sacs à main, peut-être? Hein? Peut-être, on sait jamais. Puis juste, en fait, pour revenir au sac, donc comme je disais, tu sais, ma première collection, c'était une chose, mais suite à ça, tu sais, j'ai beaucoup appris. Il y a beaucoup de choses que j'ai modifiées, beaucoup de choses que j'ai changées. Donc, je pense que ma deuxième collection va être encore plus forte, encore plus de qualité. Mm-hmm. Donc, tu sais, je pense que we learn as we go. Mm-hmm. Puis ça, c'est... Je veux dire, c'est important. Je veux dire, quand mon père a démarré
les chaussures Rubino. En fait, lui non plus ne savait pas nécessairement ce qu'il faisait, mais il a vraiment appris par ses expériences, par ses erreurs. Et ça, c'est ce qui est important. Puis il faut pas... En fait, quand ça devient difficile puis on connaît un échec, faut pas se dire pourquoi ça m'arrive à moi. C'est juste comme, OK, qu'est-ce que je peux faire mieux pour que ça aille mieux? Tellement. Puis pendant que tu parles de ça, ça me fait penser, si tu pouvais parler à la Sabrina d'il y a 5 ans, qu'est-ce que tu te dirais avec les peurs que tu avais ou les angoisses? Est-ce qu'il y a un conseil que tu donnerais ou un message que tu aimerais avoir? Je pense que je me dirais, si tu crois en quelque chose ou si tu as une idée, fonce. Parce que je suis une personne qui a plusieurs idées, plusieurs bonnes idées. Et souvent, je laissais la peur m'emporter. Donc, je fonçais pas. Puis à un moment donné, je me suis dit non, comme je suis pas une personne qui va juste dire que j'ai envie de faire des choses, je vais les faire. Puis aller jusqu'au bout. Puis même si je connais des échecs, je veux dire, d'être capable de toujours me relever puis de m'améliorer en tant que personne, d'apporter du positif aussi autour de moi. Pour moi, j'ai pas fait une collection de sacs à main, une marque de sacs à main pour pouvoir... C'était pas une question d'argent. Mm-hmm. C'était une question vraiment d'apporter quelque chose de positif autour de moi. Et moi, le but vraiment, c'est de pouvoir redonner, de pouvoir faire du bien autour de moi. Donc, ça, c'est vraiment mon but. Bravo. C'est vraiment impressionnant. Puis, dis-moi en ce moment, est-ce que tu écoutes des podcasts ou est-ce qu'il y a des livres que tu recommanderais aux futurs entrepreneurs? Alors moi, je suis une vendue à Anthony Robbins, mieux connu sous le nom de Tony Robbins. J'écoute tous ses podcasts. Je suis une fan finie de lui. Il parle beaucoup de l'entrepreneuriat, du développement personnel, de plein de sujets tellement intéressants. Puis à chaque fois que j'écoute un de ses podcasts ou un de ses vidéos, je me sens concernée. C'est une personne qui me motive. Puis je me reconnais là-dedans parce que je veux pas juste m'améliorer sur le plan professionnel, mais sur le plan personnel. Puis je fais un gros travail sur moi-même. J'étais une personne qui manquait beaucoup de confiance en grandissant. Puis c'est vraiment dans les 5 dernières années, je dirais que j'ai acquis une confiance en moi. J'ai commencé à écouter la voix à l'intérieur de moi au lieu de toujours écouter les voix externes qui me disaient « t'es pas capable » ou quoi que ce soit. Donc c'est ça. Donc j'ai fait une grande évolution à ce niveau-là, mais je sais qu'il y a encore place à plus. Mm-hmm. Puis comme je disais, c'est de m'entourer, je pense, des personnes qui m'inspirent. Ouais. Puis pouvoir faire le bien autour de moi. Je pense que c'est vraiment ça qui va me rendre heureuse. Ouais. Ben, encore plus heureuse que je le suis déjà. C'est vraiment de pouvoir faire une différence. Ça a toujours été my motto. Ça, c'est une chose que je savais dès mon jeune âge que je voulais faire du bien. T'es magnifique. Merci. J'ai fixé ton maquillage. Tu peux fermer les yeux. Et on va conclure notre super conversation. Donc voilà, ton look est complété. T'es magnifique. T'es prête pour la fête ce soir? Oui, merci beaucoup. Super. Merci de ta confiance. Merci d'avoir passé du temps avec nous. I love you so much. T'es une personne merveilleuse. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci vraiment. T'es vraiment la meilleure. C'est vraiment juste en toi que je fais confiance pour mon make-up. Puis je me sens super bien puis glamorous. T'es trop fine. Puis aussi, on a décidé de faire un giveaway pour le premier podcast. Sabrina a décidé d'offrir le sac de votre choix de sa collection Kit & Kin. Vous devez vous abonner au Instagram Kit & Kin MTL, s'abonner au podcast et au YouTube. Et quelqu'un aura la chance de gagner un magnifique sac. Merci beaucoup d'avoir passé du temps avec nous. On se revoit la semaine prochaine pour un deuxième épisode de Entrepreneur.